Donc, je donne la parole à Adeline Germain, qui est donc un des co-rapporteurs de ce rapport et qui va parler au nom des personnes qui ont travaillé sur deux sujets qu'elle va développer, le colorectal et ensuite le foie et le pancréas. Est-ce que tu veux enchaîner sur les deux? Peut-être qu'on fera les questions. Oui, on va faire comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de me faire l'honneur de vous présenter certains chapitres de ce rapport. Donc, je vais citer les auteurs de chaque chapitre qui ont contribué à la rédaction de ceci. Donc, on va commencer par la chirurgie colorectale. Premier chapitre, la chirurgie des cancers du côlon. Donc, Nicolas De Angelis et Giorgio Blanqui ont rédigé ce chapitre pour la monographie de l'AFC. Donc, pour la colectomie droite, bien sûr, c'est une des procédures les plus communes et qui est maîtrisée par l'ensemble des chirurgiens digestifs. L'abord laparoscopique, à l'heure actuelle, est devenu le gold standard en ce qui concerne la voie d'abord, et il a été clairement démontré que les résultats post-opératoires sont améliorés par rapport à l'approche par laparotomie. Alors, quid de l'abord robotique ? L'abord robotique s'installe comme une évolution technique et technologique, mais qui doit encore prouver sa supériorité, on l'a vu, en termes de coût, efficacité par rapport à la laparoscopie conventionnelle. Alors, en ce qui concerne la courbe d'apprentissage pour la chirurgie du côlon droit, elle serait plus courte. Alors, vous verrez que j'ai mis pas mal de réserves et de conditionnels dans mes propos. Donc, elle serait plus courte parce que l'évaluation de la courbe d'apprentissage est quelque chose de très complexe à réaliser. Le robot donc, permettrait d'améliorer la qualité du geste chirurgical, et le nouveau robot actuel, avec son système de double console, permet de former plus facilement un assistant pendant une même procédure. Il y a un article qui est sorti qui a comparé la courbe d'apprentissage d'un chirurgien qui débute en même temps sa formation chirurgie colorectale mini-invasive en approche célioscopique standard et en approche robot-assistée. La différence, elle se situe au niveau de la durée opératoire qui va diminuer plus rapidement, c'est-à-dire au bout de 16 cas en procédure robot-assistée versus 25 cas en célioscopie traditionnelle. Donc, pour ce qui concerne la courbe d'apprentissage, il faut bien considérer aussi le volume d'intervention du centre dans lequel le chirurgien va exercer, puisque c'est la pratique renouvelée et répétée qui va permettre d'établir le temps nécessaire pour compléter la courbe d'apprentissage. On imagine bien que si le geste est réalisé une fois tous les 2 mois, cette courbe d'apprentissage va s'étaler sur le temps et peut-être ne sera jamais acquise. Donc, attention à la diffusion des plateformes robotiques, notamment dans des centres peut-être à plus faible activité, sous une pression qui serait une pression d'attractivité à la fois pour les chirurgiens et aussi pour les patients, et sans la nécessaire formation et expérience, le proctoring comme on l'appelle maintenant, qui permettrait de garantir une utilisation efficace et surtout efficiente du robot. Quand on compare dans la littérature abord robotique versus abord célioscopique, donc il y a un essai randomisé contrôlé qui a sorti ses résultats à court terme en 2012, puis à long terme en 2019. Donc je vous ai mis les deux publications majeures. Donc quand on regarde les résultats à court terme en 2012, avantage pour l'approche célioscopique en ce qui concerne la durée opératoire, avec une différence de quasiment 1 heure entre les deux techniques. Pas de différence au niveau des pertes sanguines, des taux de complications, de la durée de séjour et des marges de résection. En ce qui concerne les résultats à long terme de la même série, donc publiée en 2019, on note l'absence de différence dans le taux de survie sans récidive et dans le taux de survie global. Donc finalement, les auteurs concluent que l'utilisation routinière du robot ne peut pas se justifier pour la réalisation de la colectomie droite en raison de coûts plus élevés, qu'il n'y aurait pas de bénéfice clinique pour le patient avec cet abord. En ce qui concerne le type d'anastomose, donc il y a plusieurs séries qui sont parues plus ou moins récemment et qui comparent donc la colectomie droite par voie célioscopique à la colectomie droite avec l'assistance du robot. Anastomose intracorporelle versus extracorporelle, qui est aussi un débat, on va dire, indépendant dans la chirurgie du côlon droit, quelle que soit la voie d'abord. Et finalement, quand on regarde les différentes séries, les conclusions, elles ne concluent pas sur le type d'abord, elles ne concluent pas sur un avantage du robot par rapport à la célioscopie ou inversement, mais plutôt elles concluent sur un avantage de la réalisation de l'anastomose intracorporelle. Et ce qu'on voit dans ces séries, c'est que finalement, l'anastomose intracorporelle, elle est plus souvent réalisée avec assistance robotique qu'en célioscopie traditionnelle. Donc finalement, un des avantages du robot pour la colectomie droite, ce serait peut-être de simplifier la réalisation de l'anastomose intracorporelle. Alors quelles sont les perspectives et les conclusions pour la chirurgie du côlon droit ?
Probablement que cette intervention ne va pas être proposée avec cet abord chez tous les patients. Peut-être qu'il faut explorer des indications spécifiques, des catégories particulières de patients. On parle souvent des patients obèses. Certaines équipes parlent des patients âgés qui pourraient bénéficier davantage de l'abord robotique. Actuellement, il y a une étude prospective multicentrique européenne, MIRCAST, qui est en cours, qui va comparer l'abord robotique, célioscopique, anastomose intracorporelle et extracorporelle avec 4 bras. Et chaque centre a choisi un bras pour inclure ces patients. Donc, en ce qui concerne la colectomie droite, on a dit peut-être pas d'intérêt au quotidien de l'assistance robotique, mais elle pourrait représenter en fait l'intervention idéale pour l'apprentissage de la chirurgie robotique chez les plus jeunes chirurgiens. Et puis, la question est posée de est-ce qu'il faut inclure systématiquement dans le cursus de formation du chirurgien digestif moderne l'assistance robotique? Donc ça, c'est un débat qui est complètement... Enfin, c'est pas un débat, c'est une question qui est ouverte. Et peut-être que la colectomie droite s'inscrit comme l'intervention la plus simple pour ce type d'enseignement. Ensuite, j'ai parlé de la chirurgie des cancers du côlon gauche et du côlon transverse. Donc, ce chapitre a été rédigé par Eddy Cotte et Éric Rullier. Donc, 2002, première description d'une chirurgie colorectale robotique, donc il y a quasiment 20 ans. Actuellement, il y a un engouement particulier pour la chirurgie du rectum, on le sait, et puis je viens de vous le montrer pour la chirurgie du côlon droit. Chirurgie du côlon gauche, chirurgie du côlon transverse, c'est plus intime comme proportion de chirurgie. En 2019, plus de 2000 interventions de chirurgie colorectale ont été réalisées avec l'assistance robotique, environ 680 colectomies gauche. Donc, ce sont les données fournies par Intuitive à l'heure actuelle. Chirurgie du côlon transverse, on va aller assez rapidement. La littérature actuelle est très pauvre. L'intervention en elle-même, on va dire, est plus anecdotique. En ce qui concerne la chirurgie du côlon transverse, finalement, les indications sont plus rares. Le geste est moins standardisé. Il est complexe à réaliser en célioscopie. Et donc, à l'heure actuelle, on a à notre disposition uniquement des études rétrospectives avec de faibles effectifs. Donc, il est difficile d'en tirer des conclusions. Les quelques séries qui existent dans la littérature montrent une durée opératoire diminuée avec l'approche robotique et pas de différence entre célioscopie et assistance robotique pour la reprise du transit. Les douleurs post-opératoires, le taux de complications, les pertes sanguines, la durée moyenne de séjour et pas de différence non plus au niveau des résultats oncologiques, sachant qu'il s'agit donc d'études rétrospectives de faibles effectifs. Chirurgie du côlon gauche, actuellement aucune étude randomisée spécifique qui comparait la colectomie gauche par voie célioscopique à la colectomie gauche avec assistance robotique, uniquement des séries rétrospectives. Dans les patients sont également inclus les pathologies diverticulaires, pas uniquement les cancers du côlon gauche et du sigmoïde. Donc peu d'études se sont intéressées aux résultats à long terme, notamment oncologiques, de ce type de chirurgie. Quand on résume les résultats des différentes études à disposition à l'heure actuelle, le robot permettrait de diminuer la moyenne de séjour, diminuerait le taux de conversion par rapport à l'approche célioscopique standard. L'approche célioscopique standard, quant à elle, permet de diminuer la durée opératoire de ce type de geste, et donc pas de différence en termes de survie globale et de survie sans récidive à 3 ans entre les deux voies d'abord. Les aspects techniques. Donc la colectomie gauche avec assistance robotique, aucune différence, et Éric Rullier l'a détaillé dans le chapitre, dans la partie technique, aucune différence de technique entre colectomie gauche avec assistance robotique et sans assistance robotique. Les mêmes étapes sont réalisées avec les mêmes instruments. En ce qui concerne l'anastomose colorectale, donc quand l'intervention est faite avec l'assistance robotique, deux possibilités. Soit l'anastomose colorectale est faite par laparoscopie pure, comme on le fait traditionnellement, ou alors par assistance celluro-robot-assistée, assistance robot-assistée. La première option paraît la plus rapide, parce qu'en fait, on va retirer le robot définitivement autour du patient et réaliser l'anastomose colorectale, qui est donc la dernière étape de l'intervention. En conclusion, les avantages de la chirurgie robotique sur la célioscopie sont difficiles à mettre en évidence dans la colectomie gauche, parce que la colectomie gauche célioscopique est à l'heure actuelle très standardisée et maîtrisée par la plupart des chirurgiens digestifs. Donc il est assez difficile finalement de montrer une différence entre les deux voies d'abord. Et puis, on passe à la partie sur la chirurgie des cancers du rectum, donc chapitre rédigé par Philippe Rouanet et Renato Lupinacci. Alors, pour commencer, depuis les années 2000, développement de la chirurgie mini-invasive dans la pathologie colorectale. Les essais prospectifs randomisés n'ont pas montré à l'heure actuelle d'avantage significatif à la laparoscopie comparé à la laparotomie. Même qualité d'exérèse, même résultat oncologique
à long terme. Pourtant, on connaît tous au quotidien les avantages de la laparoscopie dans la chirurgie du cancer du rectum, mais on va dire que l'evidence-based medicine, à l'heure actuelle, ne nous permet pas de recommander cette voie d'abord, pourtant. Alors, les avantages de la voie mini-invasive dans la chirurgie du cancer du rectum, ce sont les résultats esthétiques, la diminution de la douleur, et ça permet, on l'a vu précédemment, de faciliter les programmes de réhabilitation. Les difficultés à la mise en place de l'assistance mini-invasive pour la chirurgie du cancer du rectum, c'est un taux parfois important de conversion en fonction de la courbe d'apprentissage du chirurgien, des conditions anatomiques qui peuvent être difficiles. On pense notamment aux tumeurs volumineuses chez un homme qui a un bassin plutôt étroit. Et puis, ce qui est également reproché à la cystoscopie, on va dire standard, c'est la limitation de l'articulation des instruments. Donc, la chirurgie robotique se propose de faciliter le geste d'exérèse totale du mésorectum. Pigazzi, qui a publié la première chirurgie d'exérèse totale du mésorectum avec assistance robotique, disait dans son article qu'elle était more surgeon friendly. Donc, première publication, avantage du robot essentiellement pour le chirurgien, pas d'avantage démontré pour le patient à l'époque. En ce qui concerne la courbe d'apprentissage, donc, elle est diversement évaluée et en fonction des publications, elle va de 15 cas à 65 procédures. Alors, quel est l'impact de la courbe d'apprentissage sur les résultats histologiques quand on parle de cancer du rectum? Donc, il y a une série qui date de 2020 qui a montré que la qualité de l'exérèse du mésorectum, elle est significativement améliorée pendant la phase de plateau, donc une fois que la courbe d'apprentissage est acquise, comparée à la phase d'apprentissage. Par contre, il n'y a pas de différence en ce qui concerne la marge de résection circonférentielle. Donc, ce qui a également été démontré, c'est que finalement, l'impact d'une expérience laparoscopique antérieure au début de la pratique de la résection de l'exérèse totale du mésorectum avec assistance robotique n'est finalement pas retrouvé comme élément facilitateur. Donc finalement, les chirurgiens qui sont déjà très rompus à la pratique célioscopique ne sont peut-être pas avantagés dans leur courbe d'apprentissage par rapport à ceux qui débutent directement leur apprentissage de la chirurgie robotique. La courbe d'apprentissage robotique, quant à elle, a un impact sur les résultats opératoires et post-opératoires, mais sans impact démontré sur la qualité donc, de ces marges de résection. Donc, amélioration des résultats opératoires, mais pas forcément carcinologique. Alors, quand on cherche dans la littérature ce qui a été publié sur la chirurgie du cancer du rectum, on voit que c'est très important. Ça, c'est la recherche de ce matin. Quand on tape chirurgie du cancer du rectum robot, on a 1300 publications, donc ce matin. Il y en a peut-être 100 de plus cet après-midi. Donc, sujet qui fait beaucoup discuter et qui fait beaucoup écrire. Alors, je ne vais pas, bien sûr, pas vous présenter les 1300 publications, mais les études qui ont fait beaucoup parler d'elles et qui ont permis de faire avancer les choses dans la chirurgie du cancer du rectum, et notamment l'essai ROLAR. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. C'est à ce jour la seule étude prospective qui a inclus plus de 200 patients dans chaque bras. Donc, célio au robot, et qui a permis de comparer. Alors, déception, on va dire, des participants à cet essai, qui attendaient beaucoup des conclusions de cette étude. L'objectif principal était le taux de conversion. Cet essai est négatif puisqu'il n'y a pas de différence en termes de taux de conversion entre l'abord laparoscopique et l'assistance robotique. Mais, parce qu'il y a un mais. Ce qui a été débattu finalement dans cet essai, c'est l'hétérogénéité finalement des équipes qui ont inclus dans cet essai avec des courbes d'apprentissage très variées, avec des équipes qui finalement ont inclus des patients au robot et qui faisaient leur courbe d'apprentissage en parallèle des inclusions dans cet essai, et puis d'autres équipes qui avaient fini leur courbe d'apprentissage et qui incluaient des patients après en avoir déjà opéré 100, 200, voire plus. Quand on s'intéresse à une analyse en sous-groupe, on retrouve quand même un impact favorable du robot sur le taux de conversion, particulièrement chez les hommes, lorsqu'il faut réaliser une anastomose basse, et chez les patients obèses. Un autre essai de phase 3, qui est un essai qui nous vient d'Asie, qui a pour avantage le fait qu'il soit monocentrique et qu'il ait inclus plus de 500 patients. Une étude randomisée qui a randomisé la laparotomie, la laparoscopie et l'abord robotique. Donc un seul centre. En conclusion, la laparotomie, le temps opératoire ressort comme plus court quand il est comparé à la laparoscopie et à l'assistance robotique.
Par contre, le robot, lui, montre moins de saignements en post-opératoire, moins de morbidité en post-opératoire, morbidité globale, et une durée moyenne de séjour qui est également diminuée. Alors, que conclure de tout ça? Quel est l'apport spécifique finalement de l'assistance robotique par rapport aux autres techniques? Alors, quand on reprend les données de la littérature, finalement, au niveau du taux de conversion, on l'a vu, à l'heure actuelle, on n'a pas démontré que l'assistance robotique permettait de diminuer le taux de conversion par rapport à la cœlioscopie. En termes de durée d'hospitalisation, le robot fait mieux que la laparotomie, mais par contre, par rapport à la cœlioscopie, pas de différence notable. Par rapport aux marges distales, l'abord par voie transanale, qui est de plus en plus développé à l'heure actuelle, ferait mieux que le robot pour le moment. En termes de durée opératoire, le robot semble pouvoir diminuer la durée opératoire par rapport aux autres techniques. Par contre, toujours le problème du coût, qui lui est bien plus élevé quand on utilise le robot par rapport à la cœlioscopie standard et même par rapport à la laparotomie. Je parle du coût au bloc, hein, je ne parle pas du coût global de la prise en charge du patient. Donc finalement, que conclure? Parce que malgré l'absence de différences objectives à l'heure actuelle, on se rend bien compte que l'essor de la pratique robotique augmente. Et en 2021, donc c'est une phrase que j'ai reprise de Philippe Rouanet, le marché de la chirurgie robotique devrait atteindre environ 20 millions de dollars. Donc on est obligé d'en parler. Oui, pardon. Ah, oui, tout à fait. On est obligé d'en parler parce que c'est une réalité. Quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on va pouvoir réaliser des futurs essais qui vont pouvoir nous apporter des preuves concrètes de l'intérêt du robot dans la chirurgie du cancer du rectum? La difficulté pour mettre en place ces essais, c'est comment élaborer cet essai. Quelle technique finalement utiliser préférentiellement quand on doit opérer un cancer du rectum? Est-ce qu'en fonction de la localisation de la tumeur du patient, on doit privilégier une technique par rapport à une autre? Et comment se positionne le robot par rapport aux autres techniques déjà à notre disposition? Alors, en sciences et en médecine, bien sûr, l'essai prospectif randomisé multicentrique, c'est le gold standard. Quand on veut prouver des choses, c'est le plus haut niveau de recommandation. La difficulté, c'est qu'en chirurgie, on est dépendant de l'acte technique. Et l'acte technique, ce n'est pas objectif comme l'utilisation d'un médicament. Les résultats ne sont jamais aussi précis puisque ça dépend de l'opérateur, du patient, d'une multitude de facteurs et on a forcément des biais qui vont nous empêcher d'avoir des conclusions fortes. L'autre difficulté, c'est que finalement, quand on veut donc comparer deux techniques, est-ce qu'un chirurgien peut être aussi efficient pour chaque acte technique au même moment? Il est difficile pour les chirurgiens qui sont déjà formés à l'exercice total du mésorectum en cœlioscopie d'effacer cette courbe d'apprentissage de cœlioscopie quand ils passent à l'assistance robotique et comment finalement évaluer l'apport de l'assistance robotique chez un chirurgien qui est déjà rompu à la pratique de l'exercice total du mésorectum par voie cœlioscopique. Il y a aussi le problème du choix des patients parce que on sait quand on veut montrer une différence entre deux techniques, c'est pas sur les patients, on va dire, faciles qu'on va réussir à prouver des différences, mais c'est lorsqu'on a des difficultés opératoires que les potentielles différences entre techniques vont être plus marquées. Donc c'est là qu'intervient l'essai prospectif observationnel européen qui est actuellement en cours, qui est l'essai RESET, qui va comparer la voie ouverte à la laparoscopie, au robot et à la voie transanale, mais uniquement des patients à haut risque opératoire. Donc, chaque centre qui inclut des patients a choisi un bras de randomisation par centre. Donc, chaque chirurgien n'inclut que dans un seul bras. Et il était demandé une courbe d'apprentissage d'environ une trentaine de cas dans le bras choisi pour le centre. Donc, on n'a pas les résultats pour l'instant puisque les inclusions sont en cours. Alors, quelles sont les perspectives? Les développements technologiques qui vont apparaître, qui sont déjà en train d'apparaître, les axes de recherche pour essayer d'améliorer l'outil robotique à notre disposition dans la chirurgie du cancer du rectum, c'est peut-être l'apparition des instruments souples. Le problème du retour de force, j'en reviendrai sur le topo suivant, l'absence de retour de force qui est souvent émis en exergue comme une difficulté à la pratique de l'assistance robotique. Est-ce que ce retour de force, finalement, il va pouvoir être reproduit sur les futurs robots? La chirurgie guidée par l'image, on l'a vu tout à l'heure, l'apport de l'intelligence artificielle, comment tout ça va s'articuler pour nous aider et pour simplifier, on va dire, le geste technique.
Spécifiquement pour la chirurgie rectale, le développement de la chirurgie transanale robotique. Alors, il y a déjà eu des essais, ça n'est pas en pratique quotidienne, c'est pas encore complètement développé. Il y a également la téléchirurgie, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, tout ça doit nous permettre d'acquérir des nouvelles technologies. Et quel est l'objectif de l'acquisition de ces nouvelles technologies? C'est essentiellement d'élever le niveau technique de tous les chirurgiens, puisque ça doit être ça l'objectif principal, et notamment du Nouvelle Voie d'abord, c'est de permettre à chaque chirurgien d'élever son niveau. Et puis, sûrement, d'assurer le fait que les interventions les plus complexes seront probablement réservées à des centres spécialisés. Et l'abord robotique et peut-être la téléchirurgie permettrait ça, en fait, de réaliser des gestes complexes par des chirurgiens entraînés et pas dans tous les centres où se situerait un robot, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des courbes d'apprentissage qui ne seraient peut-être pas optimales. Donc, j'ai terminé sur la partie chirurgie du côlon et du rectum. Bon, on va te laisser faire une pause et profiter par quelques questions. Donc, Bonjour, François Richard. Je voudrais vous féliciter notamment pour les 2 ou 3 dernières diapositives parce que vous avez très bien posé les problèmes. Je suis étonné parce que moi je suis urologue. En urologie, on a vu que les durées opératoires augmentaient au début, mais maintenant, 15 ans après, les durées opératoires ont été divisées par des facteurs 2 à 3. Et donc, l'argument de dire le robot, ça dure plus longtemps, ne tient pas. Il tient au début, évidemment. C'est exactement le même problème pour la courbe d'apprentissage. En urologie, on a organisé la courbe d'apprentissage avec des systèmes de proctoring systématiques. Dans mon service, systématiquement, ceux qui savaient faire le robot apprenaient aux autres, ce qui fait que les courbes d'apprentissage ont été beaucoup plus rapides, même d'ailleurs qu'en Célio. La question que je veux vous poser, c'est que on revient, et votre présentation et celle de vos collègues, c'est vraiment très intéressante, aux limites des études randomisées. Parce qu'on voit très bien, l'étude sur le taux de conversion n'a pas montré de différence, dont acte. On fait une autre étude sur un autre critère, ça n'a pas montré, dont acte. Mais les études randomisées ne permettent jamais de répondre à l'ensemble, le mieux pour le malade, le mieux pour le chirurgien, le mieux pour la maladie. Ce qu'on peut tirer de là, c'est qu'on voit que sur le plan carcinologique pour les cancers, globalement, c'est équivalent que ce soit la voie ouverte, la paro, la voie célio, la voie robot, avec peut-être plus de ganglions pour les robots, mais on oublie systématiquement de parler des durées de séjour qui sont diminuées, et en même temps on parle du coût qui a augmenté, alors que ça a été très bien montré par l'oratrice précédente, que ce qu'il faut voir c'est les coûts globaux, et pas les coûts de l'hospitalisation. Moi je me suis occupé de la réorganisation des blocs à la paix, la durée ça compte, c'est un problème d'organisation aussi. Et donc je crois que pour cette technique-là, et votre conclusion, enfin la conclusion de Philippe Rouanet est tout à fait bien en disant on ne sait pas, mais ça augmente. Pourquoi ça augmente? Parce qu'en fait, en pratique, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'intérêts qui ne sont jamais étudiés dans les études randomisées. Donc je pense que ça, c'est un argument considérable pour dire que pas un malade opéré par robot en France ne doit échapper à un registre, et on aura l'ensemble de l'activité qui a été faite, des complications éventuelles, des errements éventuels, et on pourra en temps réel et a posteriori répondre à toutes ces questions que vous avez posées. Et je vous félicite encore et excusez-moi d'avoir été un peu long. Jean-Claude, final. Ça marche. Merci. Oui, comme François, je vous félicite, etc. Je voulais faire une réflexion un peu plus générale qui va avec l'enquête du début, parce que ce que l'on voit là, quand on prend l'ensemble des, on peut prendre en thoracique aussi, on arrive à peu près aux mêmes propos, aux mêmes conclusions que vous êtes en train de faire. On arrive sur courbe d'apprentissage, moins de segments, moins de ceci, plus de cela, etc. Ce qui est formidable, c'est que se poser la question de la robotique à un moment sur un ancien outil, parce que les autres outils changent complètement la robotique, c'est quand même intéressant parce qu'on n'a jamais évalué la chirurgie.
C'est-à-dire que les questions qu'on est en train de se poser, fondamentales, de dire, est-ce que on connaît la courbe d'apprentissage en chirurgie ouverte de quelqu'un? Est-ce qu'on connaît, etc. On ne le connaît pas. Quand on rentre dans un autre univers, un univers de qualité, un univers d'évaluation, et je pense qu'on change sur le plan culturel. De la même manière que le premier robot, qui a été celui qui devait servir à la téléchirurgie, aux armées, etc., à 1000 chirurgiens dans un bocal, c'est quelque chose qui est en train de changer. On a adapté notre culture chirurgicale à une culture technologique. Aujourd'hui, on va avoir des instruments qui vont être qui vont aller dans la culture chirurgicale et notre culture chirurgicale avec des systèmes ouverts, des bras qui ne prennent pas de place, etc., etc., etc. Ensuite, il y a tout le problème quand vous dites qu'il faut le mettre dans un centre spécialisé avec beaucoup. Vous écoutez ce qu'ont dit les chirurgiens depuis 50 ans, ils disent tous exactement la même chose. Hein. Pour nous envoyer les malades, il faut les faire dans des centres etc. C'est vrai. Je pense que la robotique ne se pose pas dans ce problème-là. Tous les services seront robotiques. Toute la chirurgie sera robotique, une robotique beaucoup plus simplifiée, etc. Le défaut, c'est un seul instrument et un monopole pendant 20 ans. Et le deuxième, aucune formation. Allez dire, il faut des procteurs pour ceci, etc. C'est vrai. Mais avant, il faut une formation. On a aujourd'hui des simulateurs, on a aujourd'hui un tas de choses. Et il faut que les étudiants soient formés, etc. Ils auront des cours beaucoup moins longs. Et on va arriver à une harmonisation des pratiques, à des évaluations correctes, etc. Donc je pense que c'est surtout ça qui est important pour la chirurgie. Et surtout, ne pas créer deux catégories de chirurgiens, deux chirurgies à deux vitesses, etc. Ça avait commencé à faire l'utilisation de la robotique telle qu'on l'a fait. Voilà, une déclaration générale. C'est une question un peu générale, c'est que dans ces voies mini-invasives, il y a des opérations avec des grands champs opératoires et des opérations avec des petits champs opératoires. Et la question que je me posais, c'est vous dites, finalement, la colectomie droite, ça serait une bonne opération d'apprentissage. Et puis, de l'autre côté, la colectomie gauche, oui, mais là, non, il y a très peu de résultats, etc. Est-ce que, quand vous faites des rectologues de l'écolon gauche, il y a des changements de champ opératoire, c'est-à-dire des changements d'installation du robot? On a l'impression que quand le champ opératoire est petit, le robot, c'est vraiment beaucoup mieux, alors qu'on n'a peut-être pas ce problème par la paroscopie. Alors, c'est ce qui a été dit, on va dire, au départ, en fait, ce qui était un peu reproché au robot une fois qu'il était installé. C'était compliqué de le manipuler, les infirmiers ne savaient pas non plus le manipuler, tout devenait très compliqué. Il y avait ce qu'on appelle un docking, deux dockings, trois dockings pour la même intervention. Maintenant, en fait, chacun a trouvé une installation. Les techniques sont en train d'être standardisées avec une seule installation, un seul docking, on ne bouge plus le robot. Les 4 bras permettent aussi d'élargir les possibilités de mouvement du robot dans une zone. Et donc finalement, le robot n'est plus dédié aux espaces confinés et contraints. Alors, contrairement à ce qu'on disait en fait au départ, on disait l'avantage de la célioscopie, c'est qu'on peut faire le tour des 4 cadrans abdominaux, on ne bouge pas, le chirurgien maîtrise sa caméra, maîtrise ses instruments. Et donc ça, c'est quand on a, je pense, au début, fait du robot comme on faisait de la célioscopie. Et puis finalement, il faut utiliser la machine et il faut utiliser les avantages de la machine. Et finalement, donc ce que je disais, c'est que la colectomie droite, on va dire que c'est un geste que tout le monde maîtrise et probablement que c'est un geste qui est facile à apprendre. Et peut-être que c'est le premier geste qu'on peut apprendre à un jeune chirurgien digestif avec le robot. Mais effectivement, pour la colectomie gauche, c'est parce qu'on manque de preuves scientifiques, parce que finalement, la colectomie gauche, la sigmoïdectomie célioscopique, tout le monde en fait et personne ne s'y intéresse vraiment. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a rien qui prouve qu'il y a un intérêt à l'utilisation du robot. Mais je pense que pour la formation des plus jeunes, les former sur un colon droit ou sur un sigmoïde, en soi, il n'y a pas de différence en fait. Déjà, c'est pas les mêmes équipes qui ont écrit les 2 chapitres, donc c'est pour ça que les conclusions sont un petit peu différentes, on va dire. Mais donc effectivement, pour moi, il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche, le robot, et voilà. C'est un monde idéal, il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche. T'es content, on a Hubert? quelques mois des présidentielles. Alors, il faut qu'on avance là parce qu'on va être en retard. Donc,